Salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité de qualité, quelqu'un qui brille par son expertise, notamment dans le domaine de la littérature. En ce moment, il se consacre à un projet qui lui tient particulièrement à cœur, l'écriture de son tout premier roman. Vous le connaissez peut-être déjà via les réseaux sociaux. Il m'accompagne depuis mon diptyque, Ilyas en tant que bêta-lecteur et précieux conseiller pour la rédaction de mes romans. On échange beaucoup et vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit bien d'écriture. Alors écriture, comment vas-tu ? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux bien, alhamdoulilah. Merci pour cette introduction élogieuse. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, écriture, c'est donc Abdullah Boudami. Je me présente quand même parce que c'est vrai que certaines personnes vont se dire, mais c'est quoi ça, ce gars qui se prénomme écriture? Donc, c'est un plaisir d'être avec toi. Comme tu dis, on échange pas mal ensemble. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'en discuter, mais c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme tu m'as invité pour ton podcast écriture, il est enfin temps que je te renvoie l'invitation pour mon podcast, non ? Non, c'est clair, bismillah. Le podcast aujourd'hui, c'est quand même une façon formidable de communiquer avec les gens. C'est une façon formidable de communiquer des idées avec un peu plus de complexité, de finesse que les vidéos courtes qu'on a habituellement sur les réseaux. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. En plus, c'est un peu plus détendu. Complètement, on se laisse aller, on peut, comme je te disais, on peut échanger, on peut aller dans la nuance et dans la complexité. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aime pas dire je consomme, parce que justement l'idée c'est pas de consommer, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les podcasts, dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est un média un peu sous-coté encore. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé, mais ça se développe ici petit à petit, et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans le podcast. Moi aussi, je consomme beaucoup de podcasts pendant mes temps de trajet ou même le soir maintenant, avant de dormir. Je lis un petit peu et puis avant de dormir, je me mets un podcast et je m'endors avec. Non, pareil, durant mes promenades ou en faisant la vaisselle, ce genre de choses un peu rébarbatives, ça permet de passer le temps de manière intelligente, on va dire. Parfait, donc on va commencer. Je pense qu'il serait bien que tu te présentes, afin de poser le décor. Il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas, et surtout sur le biais qui est lié à la littérature. Alors, moi, c'est Abdullah Boudami, donc je suis belgo-marocain, je suis né, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait des études en sciences politiques notamment, j'ai touché à plusieurs cursus, mais c'est les études de sciences politiques que j'ai menées à son terme avec un master. Et j'ai toujours été intéressé par les questions littéraires, la littérature, les idées, même si finalement je ne me suis pas tourné vers des études littéraires en tant que telles, avec les études de sciences politiques, avec l'exercice de la dissertation, etc. J'ai quand même été toujours pas mal en contact avec l'écriture et le monde des idées, etc. Et ces dernières années, une des activités que j'ai pas mal développées, c'était la correction, la lecture et la relecture. Ça passait par des mémoires, des thèses, des articles, etc. Et j'ai été contacté il y a 2-3 ans par un institut de sciences islamiques basé à Riyad, qui fournit des cursus en sciences islamiques, notamment à un public francophone. Et il m'avait contacté pour que je donne un cours de l'adab, comme on dit. L'adab, en arabe, ça veut dire certes le bon comportement, mais ça veut également dire la littérature et la culture. Et donc j'ai été amené à développer un cours que je donne tous les semestres à une nouvelle cohorte d'étudiants. Un cours de littérature française francophone adapté à un public musulman. Donc, par ailleurs, j'ai aussi accompagné certains auteurs comme conseiller éditorial, conseiller littéraire, bêta-lecteur, et donc notamment toi. Exactement, ouais. Toi, tu m'as beaucoup aidé. Hein. T'es une personne qui m'a tout de suite compris. T'as tout de suite vu dans quel sens je voulais aller, et c'était vraiment un bel appui de travailler avec toi, de partager avec toi et de me donner ton regard critique sur mon travail. Je t'ai connu je crois que ça fait un peu plus de 2 ans. Je crois à peu près 2 ans, non ? Ça fait 2 ans. Ouais, 2-3 ans, facile. Ouais, 2-3 ans. Ouais. Moi, je t'ai connu à travers... je crois que tu avais lu avant Face au néant, mon livre, mon roman. Oui. Où je te l'avais envoyé. Je me rappelle plus très bien.
tu me l'as envoyé après nos premiers échanges. Et moi, je t'avais découvert notamment sur les réseaux et via un podcast ou une vidéo que tu avais faite avec deux sœurs. Ah, exactement, ouais. Voilà. Et ta démarche m'avait beaucoup touché parce que, euh, c'est-à-dire l'idée d'un jeune auteur musulman qui a découvert l'écriture un petit peu, voilà, dans les aléas de la vie, subhanallah, quand tu étais au Maroc, il me semble. Et Ouais. puis, le fait que tu te sois accroché, le fait que tu trouvais une manière de te publier, etc. Mais ça m'avait beaucoup touché parce qu'à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur la place de la littérature pour les musulmans et sur le fait qu'on n'avait pas beaucoup de canaux, de créneaux pour le faire. Et ton parcours m'avait beaucoup, beaucoup touché, beaucoup, comment dire, ça avait beaucoup résonné avec mes propres interrogations. Et je me suis dit, ben voilà, quelqu'un qui a eu le courage de se lancer. Et donc, moi, c'était un plaisir de rentrer en contact avec toi. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, de découvrir ta patte, ton écriture, tes livres, et puis de travailler avec toi. Et puis on va rebondir sur ça. Là, tu es en plein écriture de ton premier roman et tu en as déjà parlé publiquement dans tes réseaux sociaux. Tu en es où là actuellement? Alors moi, en fait, ça fait depuis déjà quelques années que je garde ce projet quelque part dans un coin de ma tête. C'est vrai que je consacre beaucoup d'efforts à mon autre projet qui s'appelle Le Critérium, qui est beaucoup plus sur le plan politique, philosophique, sur le plan de l'islam versus la modernité, etc. Et donc, ce projet d'écriture, j'ai toujours mis dans un coin de ma tête, j'ai toujours griffonné quelque part sur un bout de papier, même depuis que je suis très petit en fait, hein. Depuis que j'ai peut-être 8-9 ans, je griffonne des scénarios, des bouts de dialogue, d'histoire, etc. Mais j'ai jamais concrétisé vraiment ce projet. Là, je sens que je suis arrivé à une certaine maturité, que j'ai peut-être des idées à défendre et qui ne sont pas uniquement sur le plan, on va dire, rhétorique, politique, etc., mais sur le plan aussi esthétique, littéraire, etc. Et, euh, et donc, j'avais profité du challenge en novembre, un challenge qui s'appelle le NaNoWriMo, qui est né aux États-Unis, qui s'est un petit peu répandu partout dans le monde, et qui consiste à écrire environ 1500 mots par jour durant tout le mois de novembre pour se challenger, pas pour développer un roman extraordinaire, parce qu'en un mois, c'est impossible, mais juste pour se dire, bon, au bout d'un moment, ça suffit la théorie, ça suffit les projets, ça suffit de peaufiner dans son coin et de jamais se lancer. Il faut y aller, ça va pas être excellent, mais au moins il y aura un manuscrit. Et sur base de ce manuscrit, on pourra le peaufiner, l'affiner, etc. Donc le NaNoWriMo, j'ai pas pu atteindre l'objectif des 50 000 mots. En revanche, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me lancer parce que j'ai dû me poser des questions et c'est ça vraiment, hein, c'est d'ailleurs un message que j'ai à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, c'est que tant que ça reste théorique, on croit qu'on avance dans nos plans, nos structures, nos personnages, mais une fois qu'on écrit véritablement, c'est-à-dire vraiment qu'on essaie d'écrire l'histoire, on va être confronté à des questions auxquelles on n'est pas confronté, auxquelles on n'est même pas conscient qu'on sera confronté, à savoir, je sais pas moi, la voix du personnage, le style de narration, et qu'est-ce que ça pose comme problème, l'accord des temps, quel temps choisi, etc. Et donc, j'ai pu me confronter à plusieurs choses, notamment toutes ces questions-là sur la narration, sur le temps de la narration, etc. Et aussi sur les éventuels accompagnements qu'on peut avoir aujourd'hui. On en reparlera sans doute un jour, mais l'intelligence artificielle, quelle place ça a dans l'écriture, etc. Donc, je me suis confronté... C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ChatGPT. C'est quelque chose où il faut vraiment... en parler parce que ça se démocratise partout. Bientôt ça s'intègre sur le téléphone. Tout le monde s'en sert et personne n'en parle. En tout cas, pas beaucoup chez les auteurs, je trouve. Ouais, ça commence à se développer. J'ai vu que notamment France Culture avait fait un petit reportage de 15-20 minutes sur le sujet. Et il y a des questions éthiques, philosophiques derrière. Et moi, par exemple, je donne cours. Et chaque semestre, je donne un devoir, une petite rédaction de 500 à 1000 mots à mes étudiants. Et je me suis rendu compte pour la première fois ce semestre-ci que, en fait, il y a des blocages dans le sens où d'habitude, la plupart rendent le travail. C'est la première fois que je sens qu'il y a des blocages parce que j'ai spécifiquement mentionné le fait qu'il était interdit d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger le texte, hein, en tant que tel. Et subhanallah, j'ai l'impression que la nouvelle génération d'étudiants
ne sait plus rédiger sans intelligence artificielle. Donc le premier problème que ça pose pour moi, le fait de céder des intelligences artificielles style ChatGPT, c'est le fait de l'utiliser sans avoir jamais véritablement soi-même expérimenté l'exercice de l'écriture, de la rédaction, de la réflexion, etc. Donc je me suis rendu compte que c'est un outil extraordinaire, mais c'est un outil extraordinaire qui peut servir à ceux qui ont déjà développé des outils, qui ont déjà développé une patte, qui ont déjà développé des réflexions sur ce que c'est que l'écriture, etc. Mais ça peut devenir un piège pour ceux qui ne pratiquent l'écriture qu'à travers l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'est apparu ces derniers temps, et ça me questionne véritablement sur la place de l'intelligence artificielle dans l'écriture, quoi. Sans compter les autres questions qui sont sur la paternité, à qui appartient un écrit qui a été rédigé en grande partie par l'intelligence artificielle, et sur la question du plagiat, sur la question de l'intelligence artificielle qui s'entraîne sur des données. Ces données, c'est la littérature mondiale, donc quelle place pour la paternité intellectuelle, quelle place pour l'originalité, etc. C'est des questions pour lesquelles, pour la plupart, j'ai pas vraiment de réponse toute faite. Mais en tout cas, je pense que c'est à la fois un outil extraordinaire. Il y a des outils dans ChatGPT, par exemple, qui s'appellent Creative Writing Coach. Donc, on peut soumettre du texte à ChatGPT pour qu'il l'analyse. Donc ça peut être des outils extraordinaires. Mais il y a aussi un piège qui consiste à croire qu'on écrit vraiment lorsqu'on soumet 2-3 idées à ChatGPT et qu'on lui dit de développer ça. Ce piège, c'est quoi ? C'est le fait de ne jamais exercer soi-même. Je ne sais pas si on peut utiliser une métaphore, mais c'est comme si une personne, dès sa jeunesse, n'utilise jamais ses propres muscles, mais se sert toujours de dispositifs, de robots qui font tout à sa place. Ça peut être très pratique. Mais si on n'exerce jamais soi-même ses muscles, son cœur, ses ligaments, ses tendons, eh bien, on sera complètement désarmé face aux vicissitudes de la vie, quoi, face aux impératifs de la vie quotidienne. Donc voilà. Mais je pense que sur l'intelligence artificielle, on pourrait gloser pendant des heures, tellement le sujet est immense et tellement il est en chantier. Ça veut dire que chaque jour, c'est un sujet qui bouge, qui évolue dans tous les sens. Et moi, j'ai mon fils qui a 15 ans, il est en seconde, et leur professeur, son professeur de français, il a un bon feeling avec lui, et souvent, il me rapporte ses cours. Il me dit, maintenant, mon professeur de français, il sait très bien qu'on utilise tous ChatGPT. Au lieu de l'interdire, il nous fait travailler avec. Donc, au niveau de sa pédagogie, d'après les dires de mon fils, il me dit, voilà, il nous fait travailler avec, il nous dit, voilà, faites un texte, regardez comment ChatGPT le formule, et vous faites une chose différente, et puis mettez en relation ces deux textes. Donc, il les fait travailler d'une autre manière, et je trouve que c'est pas mal ça aussi. Mais ce que tu viens de soulever tout à l'heure, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on n'a pas pris l'habitude d'écrire, quand on n'a pas un bagage au niveau de l'écriture, et comme tu dis, quand on n'a pas nos propres muscles, si on arrive directement avec ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché, entre parenthèses, intellectuel et de l'écriture, et qui n'ont pas eu le temps de travailler des muscles, les muscles intellectuels, pour pouvoir écrire et pour pouvoir trouver des idées surtout. C'est ça en fait. En tout cas, moi je parle au niveau de la littérature. Même dans l'écriture, quand par exemple moi j'écris un roman, et là c'est mon 7e roman, moi mais des fois mes idées je les ai pas en tête. C'est l'écriture, c'est le fait d'écrire que ça me donne des idées, ça m'amène. Le personnage des fois il m'échappe et ça crée quelque chose pas de magique, mais quelque chose où je m'attendais pas, où la direction du personnage, et puis ça change tout mon chapitre et des fois même la direction de mon histoire. Et ça avec ChatGPT, faut vraiment, moi je pense, Allahu Alam, que c'est important d'écrire sans ChatGPT. Maintenant, il est là, et moi, il est là. Moi, je vais pas te mentir, l'élu des sables, au moment où je l'ai écrit, il y avait ChatGPT. Avant, je connaissais pas ChatGPT, ou en tout cas, je l'utilisais pas. Et ChatGPT, il y a des choses qui sont positives dans la reformulation. Moi, je te parle que de la reformulation. Moi, j'ai utilisé un petit peu sur la reformulation, mais le problème de la reformulation, c'est que des fois, c'est trop parfait, et mais j'en suis sûr qu'il va encore progresser, et ça va peut-être amener à disparaître. Mais il y a un côté qui est fade.
Et des fois, quand tu prends une reformulation d'un paragraphe, d'un texte, où tu vois que des fois, ce qu'il fait, c'est pas, ça perd de l'énergie, le côté humain. Tu vois, c'est comme les photos en IA. IA, quand tu veux prendre des photos de IA aujourd'hui, et tu veux, je sais pas, moi, tu prends quelqu'un de connu, il te refait une photo dans un contexte différent, tu vois que c'est parfait, que tu vois le personnage, mais tu sens pas l'âme du personnage. Tu vois que c'est faux, qu'il y a un côté fake. C'est de moins en moins ça. Mais je pense que la beauté de l'humain, la beauté de l'artiste, c'est quand il y a des micro petites erreurs qui font le style, en fait. Même quand tu fais par exemple la chirurgie esthétique, je bascule complètement. Quand quelqu'un il fait de la chirurgie esthétique, tu vois, il te fait un nez parfait, tout est beau, mais quand tu vois dans sa globalité, tu vois que qui sort du côté humain et ça en fait quelque chose de laid en vérité. Oui, c'est clair. En fait, quand bien même ChatGPT demain ferait un texte parfait, mettons une œuvre littéraire de 200 pages avec des personnages extraordinaires, etc. Est-ce que ça bouleversera complètement euh, l'univers et la culture de la littérature? Je suis pas certain de cela, parce que tout simplement, il manque pas mal de paramètres qui sont les paramètres humains. Si je prends un exemple, aujourd'hui, on pourrait très bien avoir une intelligence artificielle qui fait des tableaux qui imite Léonard de Vinci ou, je sais pas moi, d'autres peintres, les peintres flamands du XVIIe ou que sais-je. Est-ce que les gens iront voir une exposition avec le même entrain et la même émotion que lorsqu'ils vont au Louvre ou au musée d'Orsay ou dans d'autres musées partout dans le monde? Non. Pourquoi? Parce que quand je vais voir un peintre italien ou hollandais ou arabe ou sud-américain du XXe siècle ou du XIIIe siècle, ben, en fait, j'assiste à une page d'histoire, à une page de culture, à une page de philosophie, à une page qui dit quelque chose sur la personne qui a fait ce tableau, dit quelque chose sur l'époque et la culture dans lesquelles s'inscrivent cette personne. Et donc, de la même façon, pour un livre, c'est la même chose. Un livre, par exemple, je sais pas moi, si on voit Albert Camus qui écrit L'étranger. Pourquoi est-ce que ça touche plus ou moins? Parce que Albert Camus, c'est un écrivain français qui est né en Algérie et qui donc est quelque part entre la France et l'Algérie, pris dans une époque marquée par la guerre froide, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les massacres qu'on a vus, et là, le recul de la religion. Donc il se pose les questions sur le sens de l'existence. Il voit que l'existence a une certaine absurdité, mais il se dit quand même qu'il faut un sens à l'existence. Et ce sens, c'est quoi? C'est je sais pas moi, le combat contre les injustices, etc. Donc, si une intelligence artificielle avait pondu L'étranger en 10 minutes, peut-être que la qualité littéraire superficielle aurait été là, mais on n'aurait rien à accrocher à cette œuvre littéraire. Et c'est ça qui fait la spécificité de la création artistique littéraire, c'est qu'elle s'inscrit à des humains, elle se prolonge avec une histoire, un avant, un après, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas peur en tant que tel pour, on va dire, la culture en tant que telle. Ce que je crains, c'est en fait une impasse vers laquelle vont peut-être s'engouffrer des générations de jeunes, etc., qui vont directement faire leurs armes avec ChatGPT sans avoir eux-mêmes éprouvé ce que ça veut dire écrire, sans avoir eux-mêmes compris ce que ça veut dire chercher dans leur existence, leur vie, leurs cicatrices, leur histoire, leur mémoire, et avoir été en écho avec ça. C'est ça qu'ils loupent eux. Mais sinon, nous, en tant que lecteurs, etc., on se tournera toujours beaucoup plus facilement vers des choses qui sont spécifiquement humaines, quand bien même il y aura des intelligences artificielles qui pourront faire en 2 minutes des choses qui, de manière superficielle, sont extraordinaires. Est-ce que tu penses que l'IA va robotiser l'humain? C'est toujours difficile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une sorte de robotisation de la société à travers ces outils? Parce que c'est ce que tu cites, en fait, c'est ce que je comprends. Tu m'as dit qu'au niveau de l'écriture, si les gens ne font pas leurs armes seuls et puis vont directement, enfin la nouvelle génération d'humains, d'étudiants ne font pas leurs armes tout seuls et puis vont directement sur ChatGPT, ça va déshumaniser leur écriture dans un certain sens. En fait, le problème que je vois, ça me fait penser à une conférence que j'ai vue récemment par un professionnel de l'intelligence artificielle. Et il disait une chose intéressante à un moment de sa conférence. Il disait que lui, il ne laissait jamais son ado de 14 ans utiliser ChatGPT tout seul. Il était toujours là à côté de lui pour l'accompagner dans la façon d'utiliser ChatGPT,
parce qu'il voulait que son fils se développe, lise, se cultive, etc. Moi, ce que je crains, c'est ce dont le sociologue Pierre Bourdieu parle depuis longtemps, lorsqu'il parle de l'école, lorsqu'il parle de l'éloquence, lorsqu'il parle de la culture générale, de la culture légitime, c'est que, en fait, les familles les plus aisées, les familles les plus cultivées, eux, continuent à lire, à exercer la pensée critique, etc., mais que dans les écoles, et dans la massification scolaire, etc., et dans les familles moins favorisées du point de vue culturel, on se précipite sur le piège ChatGPT et que, on assiste à une génération qui perdra un peu les outils critiques, les outils de qualité esthétique, littéraire, intellectuelle, etc. Et en fait, il y aura une société à deux vitesses qui favorisera ceux qui auront eu accès à tout cela. Peut-être que ça va pas se passer, mais c'est une crainte que j'ai. Pourquoi ? Parce que finalement, ceux qui ont accès à la culture que via l'école, ils sont toujours quelque part perdants en termes de ce qu'on appelle le capital culturel, en termes de ce qu'ils vont acquérir sur le plan de la culture, la littérature, etc. Et c'est, je pense, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est aussi une bonne nouvelle, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais certaines personnes qui craignent que ChatGPT et compagnie vont massifier l'écriture, etc. En fait, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que, un peu, si je reprends l'exemple de la musculation, s'il y a plein de robots qui font tout pour les humains, un peu comme dans Wall-E, tout le monde va finir obèse et sous-musclé, mais ceux qui auront compris l'intérêt de se muscler et de faire du sport, eux, seront véritablement favorisés dans le monde, et favorisés dans le cas où il y aura une crise ou quoi qui fera que les robots seront inutiles ou inutilisables, etc. Donc, si je file cette métaphore-là, ceux qui, malgré tout, contre vents et marées, continueront à exercer leur faculté critique, leur faculté intellectuelle, leur faculté de recherche, etc., en s'aidant plus ou moins de ChatGPT que comme d'un outil externe et ponctuel, ceux-là, pourront avoir une place, en fait, une place de choix dans la société, dans le monde intellectuel, académique, littéraire, professionnel, etc. Donc ça va créer de la sélection, à ton avis, alors? Oui, mais franchement, en vrai, comme disent les jeunes, je pense que le monde et l'histoire du monde n'est que des bouleversements sur des bouleversements, qu'ils soient sur le plan culturel, scientifique, etc., qui rebattent les cartes et qui font que certaines catégories de la population vont pouvoir bénéficier de certaines choses au détriment des autres. La seule différence que je vois, c'est la rapidité avec laquelle ça change, quoi. Ouais. Moi, je me dis peut-être les seniors qu'on dénigre dans la société, peut-être ils vont revenir en force, ils vont venir donner un coup de main à notre jeunesse. Ils vont travailler plus longtemps parce que si cette nouvelle génération elle est dépendante des IA, des intelligences artificielles, peut-être nos seniors ils seront là pour mettre la balance, arranger la balance. Qui sait, c'est vrai, hein, ce fameux proverbe, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On sera peut-être encore mieux en mesure de le voir si cette phase de la société s'accélère. Mais Allahu A'lam, peut-être qu'il y aura un retournement de situation, peut-être qu'il y aura d'autres évolutions. C'est très difficile de faire des projections sur ce genre de choses. Mais moi, franchement, si j'ai un appel à lancer, c'est toujours évidemment, comme partout, se saisir avec intelligence des outils et ne pas oublier sa propre autonomie intellectuelle. Et pour ceux qui ont des enfants, certainement, utiliser avec modération et toujours comprendre que nous sommes des êtres humains, nous avons été créés par Allah Azza wa Jal d'abord pour l'adorer, que c'est ça la priorité des priorités et que ça demande une quête existentielle, que ça demande un examen de conscience et que ça demande aussi de pouvoir réfléchir par nous-mêmes, ça demande une démarche critique, etc. Et ça, les outils modernes, les smartphones, l'intelligence artificielle, etc., s'ils sont utilisés, doivent être utilisés intelligemment d'abord pour cette priorité numéro 1 qui est le salut de notre âme. Et oui, et pour ça, il faut des livres pour que nos adolescents lisent. Et toi, tu en es où dans ton livre, dans ton projet de livre, actuellement? Parce que tu as fait ce que tu viens de dire précédemment, au niveau de ton exercice que tu t'es donné à faire. Tu en es où là pour ton livre?
Alors moi, je me classe parmi ceux qu'on appelle les écrivains architectes. On fait souvent la distinction entre les écrivains architectes et les écrivains paysagistes ou jardiniers, dans le sens où les écrivains architectes, d'abord, c'est comme un architecte, il doit faire le plan d'une maison, il doit savoir par où passent les câbles et comment sont les fondations et comment sera le toit, etc. Il faut qu'il prévoie les choses à l'avance, tandis que le jardinier ou le paysagiste, il peut se laisser une place à l'improvisation, etc. Donc moi, là où j'en suis déjà, c'est d'avoir déterminé le début, le milieu, la fin, la destinée des personnages principaux, Ah, c'est très bien la ça. raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, etc. Donc ça, c'est une première chose que j'ai faite. Ensuite, c'est le schéma narratif, les temps utilisés, etc. Et là, donc, le livre où j'en suis plus ou moins, on va dire, en termes d'écriture brute, à un tiers, Inch'Allah. parce que je me suis fixé un objectif de mots, mais Bon, qui n'est pas un objectif définitif. On va dire un roman moyen d'environ 200 pages. Donc ça avance. Il y a eu quelques écueils, quelques allers-retours. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir le sortir courant de l'année, fin de l'année 2025, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on sera là pour t'encourager et puis acheter ton livre. Barakallahu fik. C'est important qu'il y ait des retours sur le travail d'un frère parce que ça l'encourage et ça lui permettra aussi d'entamer un second livre. Parce que moi, je pense que, tu vois, on a une façon de travailler différente, peut-être par rapport à nos parcours de vie. Moi, je pense c'est-à-dire qu'il faut pas s'arrêter d'écrire et quand tu enchaînes un livre, eh ben, faut attaquer le deuxième livre, le troisième livre, et puis c'est là où tu crées déjà, tu muscles, comme on parlait tout à l'heure de ton outil, tu muscles ton écriture, et en même temps, tu crées une œuvre. Mais ça me rappelle, tu sais, il y a un certain Brandon Sanderson qui écrit de la fantasy, il me Yes. semble. Et lui, il s'est toujours rêvé écrivain. Et il avait entendu cet aphorisme qu'on entend beaucoup chez les écrivains américains, dans les écoles de création littéraire, etc., qui consiste à dire tes 5 premiers romans, t'inquiète, ils seront mauvais. Tes 5 premiers romans, ils seront pas bons. C'est une loi humaine, c'est comme ça, c'est parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Et ce qu'il a fait, Bernard Sanderson, c'est qu'il s'est dit, ok, il a pris la chose au sens vraiment premier du terme, et il a écrit les 5 premiers romans, il les a enchaînés mois après mois, de façon à liquider déjà cette tâche-là pour que son 6e soit enfin bon. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir son parcours, il est assez intéressant. J'ai vu quelques podcasts de lui, enfin des podcasts vidéo de lui, c'était même traduit, et il parlait de ça, c'était vraiment très intéressant. Et moi, je suis un petit peu dans cette optique. Moi, en fait, c'est complètement différent. Une fois, je regardais sur YouTube une interview de Jean Dormesson, c'est un écrivain, et il disait que c'était dur pour lui, que ses 7 premiers livres, eh ben, ils n'avaient pas marché. Et moi aussi, ça m'a bloqué. 7 livres, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, mon 7e livre, si ça marche pas, bah, j'arrête. Et j'ai fait mon 7e livre, là, très récemment, L'élu des sables. Et, bah, on a discuté en off. Et une fois, j'étais eu au téléphone, j'étais un petit peu down, un petit peu, j'avais pas trop le moral, par rapport à pas à certains des retours, mais par rapport à l'émulation de la sortie du livre. Et puis, en fait, non, il faut pas être dans cette optique-là. Il faut avancer, quoi qu'il arrive, avancer. Et puis, à force d'avancer, on se fait des muscles. Mais d'ailleurs, bah, tant qu'on a à discuter de ça, donc, t'en es à ton 7e livre, ton 6e univers, si on compte le fait que le 5e et le 6e, c'est un diptyque. Et donc, tu as écrit L'élu des sables. Alors, moi, je l'ai lu parce que je t'ai accompagné, etc. Mais tu m'as beaucoup accompagné, hein. Tu m'as bien aidé. Et aussi, je voulais dire aussi, il y a une autre personne qui m'a accompagné en bêta lecteur et je l'ai pas cité la dernière fois. C'est 1500 Moenko, c'est ça? Elle m'a aidé aussi sur la première partie. Ah, machallah. Voilà, je voulais la féliciter. Bien, c'est super important de se faire accompagner. Moi, on en a déjà parlé, je pense, dans les podcasts que j'avais hébergés sur écriture. C'est sur la vision un peu romantique qui est très liée à l'élitisme culturel à la française, dans lequel l'écriture serait un exercice solitaire,
bercé par l'inspiration du moment dans lequel un auteur voilà, s'enferme chez lui et écrit comme ça, page après page. Et la réalité, elle est différente. La réalité, elle est différente pour plusieurs aspects. Et un des aspects, c'est l'importance de se faire accompagner, l'importance de partager, l'importance aussi de dire que l'écriture, c'est un exercice solitaire, mais aussi un exercice collectif, tu vois. Mais ça, je l'ai appris, moi, tardivement, pardon. Moi, c'est au bout de mon 5e livre où je me suis dit, non, là, Camille, il faut que tu vois, il y a des plafonds de verre qu'il faut dépasser, casser. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, si je voulais évoluer, progresser, il fallait que je sois accompagné, ne serait-ce par un regard. Bon, j'ai toujours eu l'aide de mon épouse, et maintenant, récemment, depuis 2-3 ans, mon fils et ma fille. Mais il fallait des supports de professionnels, parce que moi, je suis en auto-édition, et je sais que les maisons d'édition, quand elles ont leur poulain, il y a toute une armada de personnes derrière qui est là et qui pousse. Et surtout les grands auteurs maintenant, plus ils grandissent, plus il y a l'accompagnement, il se fait, parce qu'il y a une attente, parce que c'est du business, et que pour qu'un livre il soit au top, à mon avis, soit sinon tu es touché par le génie, mais même si tu es touché par une certaine lumière quand tu écris un roman, c'est pas forcément le cas après le second roman, le 3e roman, le 4e roman, parce que chaque roman, en tout cas pour ma part, c'est comme si je recommençais à zéro, quoi. Il y a toujours la même appréhension, les mêmes doutes, et quand tu es accompagné et que tu as un retour de professionnel, je pense que ça te fait gagner du temps dans un premier temps, et en plus ça te met en confiance et ça te permet de bien avancer dans les étapes de la construction de ton roman. Et en parlant justement de ton évolution et du fait qu'un roman n'est pas l'autre et que parfois on peut avoir la flamme et parfois un peu moins, etc. Donc je rebondis sur la question que je voulais poser tout à l'heure, hein, qui porte un peu sur ton œuvre. Aujourd'hui, tu peux regarder un peu en arrière et te dire, voilà, j'ai 6 ou 7 romans derrière moi. Quel regard tu portes sur ton œuvre, parce qu'on peut parler déjà d'œuvre aujourd'hui, avec peut-être les bons côtés comme les mauvais côtés, c'est-à-dire avec les points positifs comme peut-être les points plus difficiles. Si tu devais faire un peu une synthèse aujourd'hui, quelle synthèse tu proposerais? Eh ben, ça tombe bien que tu me poses cette question. J'en parlais tout à l'heure au téléphone avec un copain qui n'est vraiment pas dans la littérature. C'est quelqu'un qui m'est très cher, et puis c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup. Et il est dans un autre domaine, il est dans le tourisme, il est dans un autre domaine professionnel. Mais il a cette fibre artistique. C'est quelqu'un qui est très curieux et il travaille beaucoup avec le cœur. Et on en discutait tout à l'heure. Je marchais dans la rue, j'en discutais avec lui par téléphone, et je lui disais, quand j'ai sorti L'amitié avant tout, mon premier livre, avant il s'appelait Fêlure et Amitié, mais après par rapport à la sortie en France du livre, parce que j'ai sorti en 2 fois, une fois au Maroc et une fois en France, et puis on avait changé un petit peu l'idée du marketing et le toucher à un public un peu plus adolescent. Et sur L'amitié avant tout, et même sur mon autre livre, celui qui a suivi Fils à papa, l'énergie que j'avais fait quand j'avais écrit ce livre, c'était l'énergie du insouciant, du débutant. Donc il y avait un certain feeling. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de L'amitié avant tout et de Fils à papa par rapport à cette énergie. Bon, c'est vrai que c'était pas forcément, j'avais pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui, la même réflexion, le recul que j'ai aujourd'hui par rapport à mon écriture. Mais il y avait un côté de feeling, un côté d'instantanéité, un côté de je vais, et puis avec, tu sais, la fougue de la jeunesse, même si j'étais pas si jeune que ça, mais il y avait la fougue du débutant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre quand on écrit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas perdre. D'ailleurs, je vais faire un parallèle. Comme tu le sais, par le passé, j'étais musicien, j'ai arrêté tout ça. Mais quand j'écoute, je reste toujours à écouter comment on fabrique un CD ou comment on fait un album. Et les artistes, ils te disent toujours, souvent, le premier album, c'est le plus dur à faire.
Et c'est ce qu'ils te disent. Mais le deuxième album, c'est encore le plus dur à faire. C'est encore pire que le premier. Parce que la première, il y a un côté où tu mets toute ta vie, ton vécu, toutes tes émotions. T'étais dans la dèche. Et c'est souvent dans la dèche, dans la galère, qu'on sort une œuvre artistique qui a du sens et qui a une certaine énergie, une certaine émotion. Mais à partir du deuxième album ou troisième album, tu commences à avoir le succès, le confort. Tu n'es plus dans le même état d'esprit et tu n'es plus dans la rage de vouloir prouver, de vouloir que ton œuvre elle puisse bien tenir debout. Et cette insouciance. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça qui est dur, la longévité et de pouvoir se renouveler à chaque fois. Et quand on arrive à un certain, au bout de 5-6 livres, eh ben toi, ta vie, ta substance qui a fait dans chacun de tes personnages, tu t'es mis un peu dedans, où il y a un peu une tante que tu connaissais, ou un regard d'un père d'un côté, et tout ça. Sur le premier livre, tu vas le sortir. Sur le deuxième aussi. Mais après, il faut se renouveler. Il faut changer d'univers. Il faut trouver des personnages qui soient encore touchants. Et là, je peux te dire, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, quand tu te mets sur ta table d'écrivain, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer à écrire? Est-ce que tu as la sensation que tu as épuisé le sujet ou que tu as encore des choses à dire? Ou est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, tu veux te prouver quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que tu veux développer tes talents et que chaque livre soit meilleur que... Quelle est la motivation? Quelle est la flamme qui t'anime? Eh ben, c'est une très bonne question. La flamme qui m'anime, au départ, quand j'ai écrit mes 2 premiers livres, 3 livres, j'étais dans une période un peu difficile. J'étais au Maroc et j'avais besoin de me prouver. J'ai eu beaucoup d'échecs scolaires dans ma vie, beaucoup d'échecs professionnels. Et même quand j'étais dans la musique ou quoi que ce soit, ou dans tout ce que je faisais, j'attribuais souvent mes échecs à mon manque de... comment t'expliquer ça? Dans mon entourage qui n'était pas favorable à la réussite. Et quand on fait une affaire, une entreprise, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu peux pas réussir tout seul. Et paradoxalement, dans l'écriture, c'est toi, ton stylo et ta plume. Et je voulais me prouver que, voilà, là, si je rate, c'est de ma faute parce que quand l'œuvre artistique d'un livre, c'est toi et le stylo. Quand tu fais par exemple du cinéma ou d'autres, tu es obligé de travailler avec un chef opérateur, un scénariste, des acteurs. Donc si ça marche pas, ça peut ne pas être de ta faute. Mais quand tu écris un roman, eh ben c'est toi. Et ça, c'était un challenge que je voulais me donner à cette époque-là parce que je voulais, comme j'étais dans des échecs professionnels, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais construire quelque chose, qu'à travers un livre, je pouvais comment ça s'appelle, me créer aboutir à un résultat à travers un roman. Et puis aussi, ça me permettait l'écriture, c'est magnifique parce que c'est aussi un exutoire, ça te permet de mettre toute ta sensibilité. Bon, c'est un amas de choses qui ont fait que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais aboutir à un résultat à travers l'écriture d'un livre. Là, c'est différent. C'est mon 7e livre. Donc maintenant, alhamdoulilah, j'ai sorti des livres. J'ai vu qu'il y a eu, entre parenthèses, un certain succès. Maintenant, c'est de pouvoir m'améliorer dans mon écriture, de faire des histoires qui ont un sens et de donner de la matière à une jeunesse ou à des adolescents, c'est-à-dire des adolescents et même à des jeunes adultes et à des adultes, un intermédiaire à ce qu'on leur propose au niveau de la culture. Parce au niveau de la culture, à l'extérieur, c'est pas forcément des choses qui sont éthiques par rapport à notre conception de la vie, de notre foi. Et je veux leur donner des outils. Faut pas leur dire « Ah oui, mais il faut pas que tu regardes ça, faut pas que tu lises ça. » Mais qu'est-ce qu'on te propose, nous, à côté? Donc, comme c'est très pauvre dans ma branche d'adolescents, pour les petits-enfants, il y a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, mais dans les adolescents, adultes un peu, et toute cette partie entre 12, 13 et... Bon, 12, hein, il y a encore, mais à partir de 14 à 21 ans, 18 ans, 19 ans, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc je me dis, tant que je suis ici, tant que j'ai écrit quelques livres, il faut que je continue pour proposer, et peut-être aussi, à travers mon expérience et mon travail, créer des ponts pour les nouvelles générations pour qu'eux aussi ils puissent s'affirmer et étoffer
dans les librairies, il faut que le rayon roman il soit plein. Et c'est important parce que s'il n'y a pas beaucoup de choix, ça va mourir, il y en aura de moins en moins. Et cette partie-là, culturelle, artistique, n'existera plus. Parce que moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Dans le côté roman, dans les librairies, il n'y avait rien. Il y avait Saladin, premier numéro, et moi, je suis arrivé juste derrière. Et c'était vide. Quand je regardais le coin roman, je me suis dit, Inch'Allah, un jour, il y aura des livres, et puis ça va apporter, et puis chacun cédera, et puis ça développera ce coin, ce rayon roman. Voilà. En tout cas, en tant que d'abord lecteur, puis en tant que bêta-lecteur, conseiller éditorial, etc., moi j'ai remarqué quand même une évolution assez nette dans ton écriture, dans la maîtrise que tu as de l'intrigue et des personnages. Et en tout cas, c'est mon opinion et les lecteurs peuvent se faire leur propre opinion. L'élu des sables, pour moi, c'est vraiment celui qui réunit... comment dire, toutes les recettes, tous les ingrédients qui font d'un roman un produit abouti. Alors, il n'est pas abouti dans le sens où c'est le premier tome, mais en tout cas, en termes de diversité des personnages, en termes de construction de l'intrigue, en termes de l'arrière-plan de l'histoire, en termes de tous les sujets, on va dire philosophiques que ça peut soulever, moi, mon sentiment, c'est que, Masha'Allah, tu as fait un très beau parcours et que t'es arrivé à un moment où, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on peut dire que t'es devenu un forgeron, Masha'Allah. Je suis devenu un jardinier. Ah bah voilà, mais toutes les techniques se valent tant qu'elles donnent des résultats qui sont prometteurs. Mais du coup, j'espère que ça va toucher parce que le problème, moi, c'est la stratégie de communication. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question... quelle stratégie de communication, toi, tu envisages pour la promotion de ton prochain livre? Parce que moi, ça, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal, je sais pas comment me positionner. Et je vois que toi, la façon dont tu communiques sur tes réseaux sociaux, en tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup. Et toi, comment tu imagines ça? Déjà, pour le fait d'avoir d'avoir donné la possibilité aux personnes qui te suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, voir les étapes pour écrire ton livre, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est quelque chose de très intelligent parce que le jour où tu sortiras ton livre, au moins tu auras la petite boule de neige, la petite boule de neige qui est importante, qui te permettra de faire découvrir ton livre à un public. C'est très gentil ce que tu dis. T'as vu, hein, les questions qu'on se pose mutuellement nous nourrissent mutuellement parce qu'on partage les mêmes réalités, les mêmes interrogations, les mêmes doutes aussi. Donc la question de savoir comment est-ce qu'un livre va se faire connaître, etc. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Déjà, tu es très indulgent parce que ma communication sur les réseaux, elle est très... tu vois, il y a des moments où je suis absent parce que je me consacre à d'autres projets, etc. Mais moi, ce qui me semble important, premièrement, c'est de considérer que certaines faiblesses auxquelles on est confronté sont aussi nos forces. Pourquoi ? Moi, j'écoute pas mal notamment de podcasts de jeunes écrivains dans la sphère, on va dire, francophone en général, donc pas dans la sphère communautaire musulmane. Et il y a une réalité que eux peuvent convoiter, c'est celle de se faire éditer par une vraie maison d'édition. Ça, c'est un rêve qu'ils peuvent toucher du doigt, ils peuvent écrire, s'améliorer, etc. Et un jour, à rencontrer un agent littéraire d'une petite maison d'édition, d'une moyenne, voire d'une grande. Et une maison d'édition, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a une éditoriale, mais elle a aussi des correcteurs, des relecteurs, des spécialistes en stratégie, ils ont des travaux avec des régies publicitaires, des distributeurs, etc. Donc ça, c'est une force qu'ils peuvent avoir. Nous, on l'a pas. En tout cas, si on veut développer une littérature musulmane, éthique, communautaire, surtout dans le contexte français, c'est pas que c'est compliqué, c'est littéralement impossible. Cette faiblesse est une force. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est un monde que l'on doit inventer. C'est un monde qu'on doit inventer, premièrement en développant notre propre réseau de libraires, de distributeurs, etc., mais de manière beaucoup plus pragmatique et à l'échelle individuelle, via les réseaux sociaux, via Instagram, via TikTok, via YouTube, etc. Donc, moi, ce qui me semble, ça c'est la première force. La deuxième force qu'on a, en tant que musulmans qui écrivons, c'est que
comme je disais tout à l'heure, vite fait avec Camus, il y a un certain désenchantement du monde, dans le monde occidental, dans le monde moderne, qui fait que parfois on ne sait plus trop bien pourquoi on écrit. On ne sait plus trop bien pourquoi on écrit par vocation, on écrit pour être célèbre, on écrit parce qu'on a été bercé par Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux quand on était jeune et on veut se replonger dans cette ambiance-là. Tandis que nous, en tant que musulmans, on a encore, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a cette étincelle qui fait on pense que l'existence a un sens et on pense que chaque acte qu'on fait peut être rétribué par Allah Azza wa Jal dans ce monde-ci et surtout dans l'au-delà. Et donc ça, c'est la deuxième force qu'on a, c'est qu'on a une flamme, c'est qu'on a un monde... à partager, un monde à construire, un sens à construire. Donc ça, c'est la deuxième force. Et donc, si je combine tous ces éléments que je suis en train de présenter, pour moi, ce qui est important, c'est j'écris, il faut qu'il y ait un sens derrière, et je peux partager ce sens sur les réseaux. Donc, le fait que je peux pas compter sur des gros acteurs du monde éditorial, c'est que je dois me construire tout seul. Et le fait que moi, j'ai un sens dans ce que je fais, je peux documenter cela. Pour moi, la chose la plus importante, en tant que jeune auteur, quand je dis jeune, jeune et moins jeune, dans le sens où en tant que personne qui sommes nouvelles dans le monde de l'écriture, etc., une arme vraiment puissante qui est à nos mains, c'est les réseaux et c'est la possibilité de documenter ce qu'on fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, en documentant notre écriture, c'est-à-dire en partageant nos doutes, en partageant nos évolutions, en partageant nos challenges, en partageant les leçons de vie qu'on a à propos de ça, mais aussi en partageant le fruit de nos lectures, en parlant de ce qu'on a lu, de ce qu'on en retient, des choses qu'on a aimées, des choses qu'on n'a pas aimées, etc. Et ce faisant, on se crée une audience de gens qui sont plus ou moins sensibles à notre façon de voir les choses, à notre façon de parler, à notre façon d'écrire, etc. Et on peut le faire sans avoir comme priorité le fait de vouloir vendre son livre à tout prix. C'est même pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que quand on écrit souvent, c'est qu'on a une vision du monde et une vision de l'art, une vision de l'esthétique, et on évolue avec ça. Donc, ne serait-ce qu'en partageant ces différents éléments, routine d'écriture, mes lectures, ma vision du monde, pourquoi est-ce que je pense que les musulmans devraient écrire, pourquoi est-ce que je pense que les musulmans devraient lire, l'évolution de mon propre travail, les pièges, les impasses auxquelles j'étais confronté, comment est-ce que je les ai résolus, etc. Ça crée un contenu qui peut être très porteur de valeur et de sens à une audience. Et le jour où, effectivement, j'ai écrit mon livre, le jour où j'ai achevé mon livre, le jour où j'ai trouvé un imprimeur, le jour où j'ai trouvé un éditeur ou que je me suis lancé en auto-édition, cette audience qui a été sensible à notre patte, à notre personnalité, à notre écriture, va être évidemment bien placée pour être parmi nos lecteurs. Donc pour moi, le piège dans lequel pourrait s'enfermer un auteur, ce serait d'être silencieux pendant son écriture, et le jour où le livre est là, de dire « voilà, mon livre est là, il est disponible ». Et c'est dommage parce que, on n'a pas cultivé des choses qu'on aurait pu faire durant tout ce chemin, qui sont peut-être les 90% des choses les plus importantes. Et le fruit, c'est justement de partager tout cela sous la forme d'un livre, tu vois. Je pense que voilà, c'est ça qui convient de faire. Et c'est bien ce que tu dis, parce que c'est complètement différent avec pas ma stratégie, mais ma manière de faire. Et ce que tu dis, ça résonne en moi, ça me fait me remettre en question, parce que tu as une vision par rapport à ça, et c'est très intéressant. J'espère que ceux qui vont écouter ce podcast vont en sortir quelques petites règles pour pouvoir, après chacun, par rapport à son positionnement, s'il y a des gens qui ont l'intention de se mettre à l'écriture, ou des gens qui ont des parents qui ont l'intention d'offrir des livres à leurs ados pour leur donner des alternatives, ou bien tout simplement des gens curieux, parce que il faut des gens curieux, et tout ce qui nourrit la communauté, la culture, dans le côté culturel, parce que là on parle de littérature, c'est important. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et puis je pense qu'on va très vite se retrouver, Inch'Allah, écriture, Abdullah.
Wafik Barakallah, ben, franchement, c'est un plaisir d'échanger avec toi et ce serait un plaisir de te retrouver pour évoquer tous ces sujets qui sont passionnants, Masha'Allah.